Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission L'invité de Vassial, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe. Philippe est un acteur incontournable de notre territoire. Bonjour Philippe. Bonjour Vassia. Philippe, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi? Alors je m'appelle Philippe de Repas, je suis expert comptable, commissaire aux comptes depuis plusieurs décennies à présent, et je suis un professionnel passionné par ce métier. Oui. Je dirige un cabinet que j'ai fondé il y a près de 30 ans avec deux associés historiques, Albert Sasso, Pierre-Jean Ollier, avec lesquels j'ai bâti une entreprise en ayant précédemment vécu avec eux quelques années au sein d'un grand cabinet anglo-saxon que nous avons quitté pour fonder ce cabinet. Alors moi, pour me présenter rapidement, je dirais que moi, ce qui m'a toujours animé, c'est la rencontre. Oui. Et je fais un peu référence à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean d'Ormesson, et qui, à travers la conversation, dresse un petit peu le portrait de la rencontre. Il fait, je dirais que l'art de la rencontre qu'on retrouve à travers le propos de Jean d'Ormesson, la rencontre chez l'homme, la sensibilité, et comme tu le sais, tu connais un peu, une certaine sensibilité humaniste dans notre propos. Et donc la rencontre, je l'écris avec un R majuscule, c'est ce qui me passionne. Génial, oui, je te connais un peu et je connais surtout ton côté humain. Tu es quelqu'un de foncièrement humain et ça, c'est vraiment merveilleux. Philippe, qu'est-ce qui t'a amené dans l'expert comptable? Alors là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je fais référence à un événement, non pas traumatisant, mais une forme d'humiliation que j'ai vécue lorsque j'étais au service militaire. Oui. Et je me souviens que j'étais affecté à une besogne qui était non pas celle des espaces verts, mais au nettoyage des mégots qu'écrasaient les officiers. Et je me souviens que j'étais donc en train de nettoyer, ramasser les mégots, lorsque passe le colonel, et qui me dit d'un air un peu dédaigneux, de Repas, est-ce que les genoux sont assez bas pour toucher terre? Et j'ai perçu ça comme une véritable humiliation, et ça a provoqué peut-être dans un premier temps une forme de colère, mais très vite une forme de ressort où je me suis dit, il faut que tu reprennes ton cycle d'études, parce que je m'étais arrêté à un bac+2, et je me suis dit, il n'y a que la connaissance qui va peut-être me donner un peu plus de force, et une capacité de dire, voilà, ça tu peux plus entendre, tu vas monter un peu plus en puissance, grimper, et puis surtout, prendre des responsabilités et prendre ton destin en main, et pas subir des humiliations de ce genre. Oui. Et c'est pour ça que, alors pourquoi l'expertise comptable? Parce que j'avais fait un cursus d'études dans le domaine de la finance-comptabilité, et que je voulais passer d'un coup de bac+2 à bac+8. Donc le ressort était fort, et je ne remercierai jamais assez ce colonel de m'avoir lancé cette phrase que je n'ai jamais oubliée. En tout cas, merci, je ne donnerai pas son nom parce que j'ai jamais oublié. Je ne suis pas rancunier, je rassure. C'est, oui, comme quoi d'une situation peut naître une vocation, une envie, et de là tu as créé DSO. Parle-nous de DSO, de ses valeurs, de ses missions, parce que DSO c'est pas juste un cabinet d'expertise comptable, c'est beaucoup plus que ça. Alors DSO d'abord, oui, alors j'ai créé ce cabinet avec, je disais qu'Albert Sasso et Pierre-Jean Ollier. On va rentrer un peu dans le détail dans quelques instants. D'abord, avant de créer ce cabinet, je disais, on était avec Albert et Pierre-Jean, nous étions associés dans une structure internationale qui s'appelle, je ne dirai pas, pardon, ça je couperai. Nous étions associés dans une structure internationale, donc dans un cabinet anglo-saxon, où on a appris beaucoup de choses. C'était une organisation formidable. On avait tout, on était dans des installations exceptionnelles, on rencontrait des gens très brillants, très intelligents, on avait accès à une clientèle de haut niveau. Mais on ne rencontrait pas une chose, c'est le bonheur. On n'était pas heureux de vivre dans une structure qui, pour nous, ne mettait pas l'accent suffisamment sur l'humain. On était beaucoup trop, je dirais, sur un registre économique, et ça ne nous a pas vraiment convenu. Alors, je crois que comme on est aussi des gens très indépendants, très libéraux, je crois que je me suis lancé dans une réflexion qui était la référence à Voltaire, qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et donc, on a voulu reprendre notre santé en main, on a quitté ce cabinet et on a voulu créer DSO pour que DSO soit un cabinet à notre image. Alors là-dessus, on peut dire énormément de choses, bien sûr, parce que
faire quelque chose dans un esprit libéral, c'est formidable. Mais en même temps, c'est de se dire, comment? Ben, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer 2 associés extraordinaires qui m'ont nourri de leurs différences. Et c'est à travers ça qu'on a bâti, non pas un simple cabinet d'expertise comptable, mais un cabinet d'abord pluridisciplinaire et surtout éclectique, ouvert à beaucoup de disciplines autres que notre seul métier, qui est un métier fondamentalement technique, au départ, parce qu'évidemment, l'excellence technique, c'est indispensable. Oh oui. Sinon, on est de véritables imposteurs. Hein, donc, on a toujours bâti cette entreprise, c'est une vraie entreprise, hein, DSO, avec une volonté d'excellence professionnelle. Et pas simplement pour dire qu'on recherche la performance. Donc, DSO, c'est un cabinet éclectique, je dirais, qui combine à la fois la dimension du chiffre, donc la technique, je le disais, mais aussi une certaine dimension à la fois psychologique et philosophique. Et c'est cette synthèse qui constitue le triptyque sur lequel nous nous appuyons pour activer et, je dirais, vivre notre quotidien. Donc c'est une certaine manière d'exister, une certaine manière d'être. Super. Comment tu peux nous définir aujourd'hui DSO alors? Alors DSO, je dirais que d'abord c'est un cabinet régional, un cabinet qui compte aujourd'hui sur plusieurs structures différentes, 140 collaborateurs. Donc on est, je le disais, pluridisciplinaire et on est surtout très ancré sur le plan territorial. Oui. Très ancré sur le plan territorial parce que nous avons tissé des liens très forts avec l'univers des banques, le monde des avocats, des notaires et plus généralement l'économie locale. Donc à ce titre, on a voulu faire grandir aussi nos équipes, nos collaborateurs, parce que DSO se veut être une structure apprenante. Les gens qui passent par chez nous viennent pour apprendre, grandir, se développer. Et ce qui est important pour nous, je répète, c'est d'être dans quelque chose de très ouvert. Oui. C'est pour ça que je faisais référence, et on va y venir, au monde de l'art, au monde du sport de haut niveau, au monde de la philosophie, oui, entre autres. Et que toute cette synthèse fait qu'il y a cette émergence d'idées, de comportements nouveaux, qui font que l'individu s'étoffe, prend de l'épaisseur, s'élargit, pour être mieux en capacité d'accompagner le dirigeant qui est en face de nous. Génial. Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu, je montre à nos auditeurs, la charte de vos valeurs. J'adore cette phrase qui est écrite. Écoutez l'humain, fait parler les chiffres. En dehors d'être magnifique, ça parle. Oui, alors cette charte des valeurs, on a décidé au bout de près de 30 ans d'existence d'écrire quelque chose. Pourquoi? Parce que les aînés, les associés les plus anciens, et dont je fais partie, eh bien, on a voulu créer ce lien avec les jeunes générations. Quand on recrute un jeune qui a 20 ans et un peu plus par rapport à des individus qui ont 40 ans de plus, comment allons-nous créer ce lien transgénérationnel? Et qu'il a fallu écrire quelque chose qui réunisse tous les humains. Parce que les valeurs, c'est pas quelque chose qui appartient à une certaine catégorie de personnes, c'est quelque chose qui englobe la population des collaborateurs, et qu'il fallait créer ce maillage entre les plus jeunes, les plus anciens, et bien entendu tous ceux qui ont fait éclore le cabinet. Et donc, à ce titre, je suis très heureux de ça, parce que c'est un véritable travail collectif qui nous permet d'incarner ce que nous sommes au quotidien, dans tout ce que nous sommes en tant qu'être humain, et pas simplement au travers des diplômes que nous possédons. Alors cette charte des valeurs, elle a été le travail incroyable de plus de 100 personnes qui ont été réunies pendant 2 jours, et ce séminaire de préparation, de réflexion, a été animé par un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Bourdet, qui est un consultant très particulier, et que j'ai rencontré à la lecture d'un livre qui s'appelle « Rien n'est joué d'avance ». Et dans ce livre extrêmement inspirant, eh bien, je me suis dit, ce monsieur, il faut qu'on le rencontre, nous l'avons rencontré, et je le remercierai jamais assez de nous avoir aidés, parce que c'est lui qui a animé tout ça, avec d'autres personnes, bien sûr, du cabinet. Et du coup, ce travail a permis à tous nos collaborateurs d'éclore d'eux-mêmes, de livrer beaucoup de choses sur leur identité, leurs doutes, leur sensibilité, leurs faiblesses, leur amour pour le cabinet. Et donc, ça a donné lieu à ce travail. Et sans être plus long,
ce travail, je dirais que je suis très heureux de voir à quel point il a été bien accueilli par nos collaborateurs, mais aussi parce que lors de notre séminaire de rentrée qui s'est tenu dans un endroit dans les Alpilles, lieu magnifique, on a eu le bonheur d'accueillir une personnalité importante du monde de la grande économie, un grand monsieur qui nous a fait l'honneur, je répète, de sa présence et qui, de manière tout à fait, on va dire, spontanée, nous a offert deux jours de son temps, qui est assez extraordinaire, et qui est venu s'exprimer sur la citoyenneté, et qui nous a parlé des valeurs. Et ce qui m'a profondément marqué, c'est lorsqu'il a pris cette charte, il a caressé, il a fait ce geste comme ceci, en disant que cet objet est beau. Et comme ce monsieur, sans trahir le secret, est une personne qui incarne le beau dans l'univers du savoir-faire français, mais on peut être très fiers de ça. Mais nous sommes restés très discrets sur son identité. Philippe, quand je tiens la charte des valeurs de DSO dans mes mains, c'est une véritable œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art qui est celle de Gauguin et qui s'intitule « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ?» Et c'est une œuvre qui a été choisie par le collectif qui a réfléchi. C'est une œuvre qui a séduit tout le monde parce qu'on est toujours dans ce triple questionnement. C'est important de connaître ses racines, d'où l'on vient. Il ne faut jamais l'oublier, nous le savons. Et ce qui fait la richesse de notre cabinet, c'est cette diversité de population. Et puis, donc, d'avoir des personnes qui s'interrogent à la fois sur d'où elles viennent, pour ne jamais oublier. C'est aussi le travail sur l'identité. Qu'est-ce que nous sommes? Non pas qu'individuellement, mais aussi qu'est-ce qu'on est au sein d'un collectif qui se veut harmonieux. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir où on va. Parce que si on ne sait pas où on va, je crois qu'on peut s'échouer. Donc, cette œuvre incarne parfaitement toute la pensée, la réflexion et notre façon d'être dans le collectif de DSO. L'œuvre est magnifique et bravo pour sa réalisation. Philippe, tu as une manière singulière, particulière de voir ton métier. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors d'abord, ce qu'on a toujours apprécié dans ce métier, c'est ce côté libéral. Et donc je crois que la liberté, je suis voltairien, j'aime bien le dire comme ça, parce que je lisais beaucoup Voltaire quand j'étais à l'armée, c'est peut-être pour ça que j'ai fait ce choix de... Et donc, d'abord on est un cabinet très libre dans son expression, dans sa manière d'être, et on veut donc s'extraire de notre binarité comptable. Vous savez bien que les experts comptables que nous sommes, nous avons malheureusement ce cliché qui nous colle à la peau, où on est en costume gris, et où on fait cahier des chiffres, on est carré et obtus. C'est un peu dommage, parce que c'est vraiment pas comme ça qu'on est dans cette profession, en tout cas. Et donc, dans cette binarité dont on veut s'extraire, j'ai envie de dire que on a voulu surtout cultiver la vertu de l'éclectisme. Et cet éclectisme nous amène à nous ouvrir à beaucoup de choses, au monde de l'art, je disais, au monde de la culture, au monde du sport, au monde de la philosophie et au monde de l'œnologie. Alors pourquoi? Parce que l'art, c'est une façon de regarder le monde très différemment de ce que nous faisons nous. Et ça, on le tient des artistes que nous côtoyons régulièrement, qui sont des gens tellement différents. Moi, j'adore leur folie, leur manière d'être, leur manière de regarder les choses. Et donc, ça nous renvoie un petit peu à ce qui nous manque, mais qui dort probablement en nous. La dimension, alors il faut pas oublier quand même la dimension du sport, qui est quelque chose de formidable. Alors, quand je parle de la dimension du sport, je fais référence souvent à des sportifs de dimension mondiale que nous avons la chance de côtoyer. Et là, je fais référence à une personne en particulier qui en ce moment est au cœur de l'océan Atlantique et qui est partie à la conquête d'un record mondial. Je fais référence à Alexia Barrier, qui est une navigatrice qui a fait le Vendée Globe, entre autres, et qui est une personnalité extraordinaire et qui nous enseigne la résilience, le courage. C'est quelque chose d'assez incroyable que de côtoyer des gens tellement différents de nous et qui incarnent ces valeurs. Et puis je crois qu'il y a une dimension qui est celle de la philo, j'aime beaucoup, parce qu'elle nous enseigne le recul, le fait de s'élever, de voir loin, elle nous enseigne la direction. Et puis l'œnologie. L'œnologie, je suis un grand passionné d'œnologie et
tu le sais, je préside un club qui s'appelle le Bacchus Business Club, Oui. où on rencontre des personnalités incroyables. Et donc l'œnologie, on trouve à travers le vin, quelque part, je dirais, des notions incroyables, la patience, le temps long. Parce que le vigneron n'est pas dans l'immédiateté comptable. Tout à fait. Alors que nous le sommes. On est tout le temps dans la réactivité, etc. Alors que l'œnologie, c'est quelque chose, oui, qui nous inscrit dans ce temps long. On trouve bien des châteaux qui ont plusieurs centaines d'années, voire millénaires. Or, nous qui sommes très souvent dans le court terme, qu'est-ce que c'est que de faire un business plan sur 1 an, 2 ans? Non. C'est pour ça que la combinaison de toutes ces disciplines, que j'appelle l'éclectisme, nous permet de mieux nous nourrir dans notre pensée, et donc dans notre façon de nous comporter dans l'échange avec notre clientèle et nos dirigeants qui attendent autre chose que des simples repères techniques. Ça, c'est vraiment génial parce que tu as une manière singulière de voir ton métier et en parallèle, DSO a une manière aussi particulière d'exercer ce métier. Tu veux bien nous en parler? Alors, cette manière particulière d'exercer ce métier, je la situe dans cette liberté et dans la bienveillance que l'on rencontre au sein de notre cabinet. La bienveillance qui cohabite avec l'exigence. On n'est pas dans la bienveillance molle, on est dans la bienveillance exigeante, ou dans l'exigence bienveillante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est voir les gens grandir. On a tous le droit à l'erreur. Évidemment, on évite l'erreur technique. Et là-dessus, on est intransigeant et je dirais, il n'y a pas de négociation possible. C'est pas possible. En revanche, on peut être dans quelque chose où chaque individu apporte sa part de transformation personnelle et j'assigne le DSO une forme de mosaïque, il y a toujours un repère à l'œuvre d'art, où on est tous faits de petites pierres de couleurs différentes, et où l'assemblage donne une image harmonieuse. Et on n'oublie pas que le cordologique, c'est de retrouver des individus qui viennent avec leur histoire personnelle, mais qui utilisent un dénominateur commun, qui est le plan comptable, qui est la règle, qui est la norme. Mais chacun à sa façon, dans son expression personnelle, parce que les individus sont tous différents, et au sein de notre cabinet, chacun doit travailler à la meilleure version de lui-même en renforçant sa propre identité et en allant au contact du dirigeant dont on sait qu'il ne ressemble pas lui-même à tout le monde. Et donc, il y a des rencontres qui se font. Moi, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Mon voisin ne peut pas rencontrer tout le monde. Et je dirais que les harmonies ne sont pas toujours les mêmes avec tout le monde. En revanche, l'harmonie collective fait que le cabinet embrasse quand même pas mal de personnalités qui trouvent chez DSO, je crois, des réponses dans l'excellence professionnelle, humblement, si je peux l'être. Tu es humble, mais surtout, quand on t'écoute, tu as des valeurs. Est-ce que tu peux nous dire comment ces valeurs dirigent ton quotidien? Alors, comment elles dirigent mon quotidien? C'est simple, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas exister qu'à travers un titre, à travers un volume d'affaires. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est d'être dans son identité, de s'accepter comme tel, et de faire ce vrai travail, où je disais tout à l'heure, un travail de psychologie, où on va à sa propre rencontre. C'est pas être nombriliste que d'apprendre à se connaître. C'est aussi de faire ce travail, de réflexion, de pensée, d'aller trouver des schémas de pensée chez nos philosophes. Et je pense qu'apprendre à bien penser, c'est apprendre à être meilleur. Et donc, du coup, dans cette expression, eh bien, je crois que si le repère technique qui nous unit, tous les professionnels que nous sommes, et nous sommes un peu plus de 20 000 en France, mais il ne doit pas nous interdire d'être soi. Parce qu'en face de nous, on rencontre une pluralité de dirigeants tellement différents, et qu'il faut avoir le courage d'être soi. Et ça m'est insupportable d'entrer dans des cases, dans des formats. Et si on doit respecter des normes, parce qu'évidemment nous les respectons, on doit s'autoriser vraiment à s'accomplir dans un schéma de valeurs qui est le sien et qu'on doit travailler, parce que les valeurs, pour moi, elles sont intemporelles, mais on peut les faire, on peut les remettre en question, on peut les travailler, on peut y mettre plus de clarté, plus de lumière. Et c'est en cela que je dis que mieux on réfléchira, mieux on pensera,
mieux on sera d'un conseil éclairant pour le client, qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est lui qui nous fait vivre. Totalement. En parlant de cette manière à ne pas être dans une case, à ne pas être dans un rôle, je ressens l'importance de l'art, du sport, de la philosophie dans ton discours. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Alors oui, tout ça, c'est le fait des rencontres. Je disais en introduction que ce qui m'anime, c'est la rencontre. Oui. Et vraiment, en ayant lu d'Ormesson, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, du coup, on a eu cette chance de rencontrer beaucoup de monde dans les différents univers que tu as cités. Oui. Et à chaque fois, on y rencontre des gens très inspirants. C'est vrai. Et ces personnalités inspirantes nous enseignent beaucoup de leur vécu, non pas pour nous donner des leçons, mais pour partager. Oui. Et je crois qu'on se construit à travers le partage. Et ça, c'est une force extraordinaire. Et je reprends encore un exemple. J'aime beaucoup un garçon qui s'appelle Mathieu Torder. Mathieu Torder, en ce moment, il est en train de traverser l'Antarctique avec une glaciologue qui s'appelle Heidi Sylvestre. Ce sont deux personnalités extraordinaires. Alors lui a fait King's College Londres et Sciences Po. Mais il n'a jamais exercé dans ce domaine. Ce qui l'a passionné, c'était les pôles. Alors il est bipolaire au sens des pôles nord et pôle sud, hein, que ça soit clair. C'est lui qui se définit comme ça. Et Mathieu Torder, qui est un garçon qui doit avoir à peine 34-35 ans, c'est un garçon que j'aime beaucoup parce qu'il est dans une vie où il se rend utile. Il donne du sens. Il est dans une démarche où, très jeune, à 25 ans, il dit « Je voulais prendre rendez-vous avec moi-même, donner du sens, parce que à quel moment je prends le temps de m'exercer à ma propre rencontre ?» Eh bien, lui, il a donné à travers ses activités, alors, on n'est pas dans le sport en tant que tel, mais on est dans l'aventure. Oui. Mais la vie de l'entreprise, c'est aussi une aventure. Et donc, j'ai retrouvé chez Mathieu Torder ce goût de l'aventure qu'on retrouve aussi chez certains chefs d'entreprise qui n'osent pas aller à la rencontre de ces peurs, de leurs peurs, et parfois même d'aller affronter les limites de leur courage. Et donc, un garçon comme lui, qui incarne les vertus à la fois du sport, de l'aventure, ben c'est une personnalité inspirante qui fait qu'on se nourrit de tout ça. Au même titre que les artistes que je qualifiais de fous, entre guillemets, sont des gens qui finalement n'écrivent peut-être pas des œuvres littéraires, ils n'écrivent pas des œuvres musicales, mais à travers un pinceau, une sculpture, livrent une part d'eux, qu'on retrouve chez soi quand on n'a pas cette capacité à la livrer. Mais en tout cas, tout ceci contribue à l'enrichissement de notre personnalité, et je crois que les dirigeants sont heureux de pouvoir être dans ce genre de rencontres, et parfois même de contradictions, j'ai envie de dire. Parce que le dirigeant aime aussi la contradiction, parce que personne ne le contredit, si c'est le patron lui-même. Il ne va pas se contredire tout seul. Tout à fait. Philippe, j'aimerais qu'on revienne un peu, on l'a parlé tout à l'heure de la singularité de ton cabinet, mais j'aimerais qu'on revienne sur une chose vraiment importante, c'est tout ce côté sponsoring que ton cabinet met au service de personnes qui impactent notre monde, notre terre. Et j'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est vraiment important, cette valeur en plus que ton cabinet met au service des autres. Alors, on fait plus de mécénat d'ailleurs, on fait les deux. Mais ce qui est important pour nous, c'est de donner les moyens aux gens. Et je crois qu'il faut être reconnaissant de ce que font ces gens. Et souvent, ce sont des lieux où les acteurs de ces disciplines que tu cites n'ont pas toujours des moyens économiques et financiers suffisants pour pouvoir s'accomplir. Et il faut être reconnaissant de leur travail et que notre contribution, même si elle n'est pas toujours aussi importante que les grands groupes peuvent le faire, en tout cas, je crois qu'elle a le mérite d'exister. Elle existe à travers, bien sûr, des engagements financiers, mais aussi elles existent à travers la capacité que nous avons chez Desso à mutualiser les rencontres, à partager, diffuser, et faire en sorte que les rencontres se créent entre les différents acteurs, pour faire en sorte que chacun, dans sa discipline qui lui appartient, puisse émerger et à nouveau créer des rencontres pour qu'il y ait un effet, on peut dire, exponentiel qui se développe. Alors en même temps, je crois que c'est aussi une manière de les remercier, aussi en apportant notre lecture, qui est celle du monde économique, tout en étant dans cette empathie qui nous permet de les comprendre.
Et je crois que notre force, et c'est un peu notre singularité, elle rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est cette volonté d'être des individus plus ouverts, plus éclectiques, on espère un peu plus riches. Et donc, c'est une manière d'être un peu meilleur. Oui. Tout simplement. Philippe, je te remercie. J'aimerais qu'on revienne sur une phrase qui te caractérise. Tu dis souvent, derrière les chiffres, il y a des vies. Est-ce que tu veux bien nous partager cette vision que tu as? Alors, c'est tout à fait vrai. Quand on prend un bilan tout à fait statique, sans prendre conscience de ce qu'il y a derrière, j'ai l'impression de ne pas faire mon métier. Or, derrière le chiffre, quand je dis qu'il y a des vies, c'est qu'en fait, il y a une histoire. Oui. Il y a des peurs, il y a des contradictions, il y a des chutes, il y a des reconquêtes, il y a toute une histoire vivante. Une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans, c'est qu'elle a eu un vécu avec beaucoup de doutes, parfois des drames. Et donc, il faut mettre en perspective le chiffre et mettre l'humain sur cette trajectoire. Oui. Et c'est une manière d'entrer dans la vie de l'entreprise et parfois même dans des phénomènes transgénérationnels. Je suis pas psy, je suis rien de tout ça, mais je le ressens à travers les rencontres que j'ai pu nouer avec des dirigeants. Et donc, cette manière nous conduit à quoi? Elle nous conduit à plus de vérité, parce que notre métier doit être un métier de vérité. Oui. Et je veux illustrer ça à travers un exemple très concret. Il n'y a pas très longtemps encore, un dirigeant qui rencontrait des difficultés, on a eu ce propos très franc, en tout cas qu'il a fallu tenir sur certains dénis qu'il habitait. Et donc, il a fallu être très direct, très franc, très incisif. Et on est entré dans son humanité, on l'a bousculé. Et au final, il nous a remercié de ça, alors que j'aurais pu me dire, on prend le risque de dire peut-être une vérité qui va choquer et qui va lui donner envie de nous mettre tout simplement dehors. Donc, derrière le chiffre, il y a des vies, on ne l'oublie pas. C'est pas simplement de dire en bas à droite ou plutôt tout en haut dans les capitaux propres, on rencontre des résultats, ça ne suffit pas. On rentre dans le cœur des gens, et parce que le chiffre n'est qu'une conséquence d'une vie qui a précédé l'acte de création de richesse, et on entre plutôt à ce stade. C'est en cela que derrière le chiffre, il y a effectivement des vies. Génial. Philippe, j'aimerais là qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé, l'innovation et l'IA qui bouleverse ton métier. Est-ce que tu veux bien nous donner ta vision là-dessus? Ma vision de l'IA, elle est fortement impactée par ce que j'observe auprès des GAFAM, et pas que d'ailleurs. On y rencontre des milliards de milliards qui sont injectés dans cette économie, parce qu'elle a été bouleversée, ne serait-ce que par l'apparition de ChatGPT, je crois que ça remonte à novembre 2022 maintenant, et où ça a été une surprise extraordinaire de voir que l'IA, c'est pas simplement qu'un phénomène informatique qui transforme, qui améliore et qui traite de manière automatique les choses. Non, on est dans une véritable intelligence au sens de la data, et qui permet, par des phénomènes assez extraordinaires, de générer quasiment des schémas de réflexion. Alors, ça c'est un autre débat qui prendrait beaucoup de temps, mais en tout cas, on voit à travers l'IA une formidable opportunité. En tout cas pour nous, c'est tout sauf une peur. C'est une opportunité où l'IA est un véritable accélérateur d'intelligence, de croissance et d'inspiration. Parce qu'elle nous permet de nous débarrasser de manière incroyable de tâches chronophages, je dirais même bêtes. Et il faudrait être bête d'avoir peur de se voir retirer des tâches bêtes. Tout à fait. Et à ce titre, l'IA est un vecteur assez extraordinaire d'inspiration, parce que déjà à ce stade qui est le nôtre, on s'aperçoit qu'elle fait naître en nous de nouvelles inspirations. Et alors, contrairement à ce que beaucoup de gens disent quand Albert Einstein disait qu'on utilise 10% de nos facultés, c'est pas Albert Einstein qui dit ça, je sais même pas qui le dit, il faudra faire la recherche. Mais en tout cas, le sentiment intime, que l'IA nous permet de monter en puissance dans l'utilisation de nos ressources intellectuelles. Et à ce titre, je crois qu'on peut avoir la fierté de travailler avec de jeunes professionnels diplômés de l'école polytechnique, de Normal Sup, parce qu'on n'attend pas d'être nourris par des éditeurs qui viennent nous alimenter de plein de belles choses,
DSO a la fierté de collaborer avec des gens que je viens de citer. Oui. Et nous sommes en train de créer à travers un cercle de réflexion, nous sommes en train de penser à comment notre métier pourra évoluer, grandir et être meilleur grâce à l'IA. Et je dirais, pour conclure sur le propos, que l'expert comptable qui aura peur de l'IA sera remplacé par d'autres experts comptables qui n'auront pas peur de l'IA. Oui. Mais en tout état de cause, nous nous transformons et que l'IA est un vecteur fort de transformation. Et en tout cas, il faut s'en frotter les mains. Super. Philippe, nous sommes en train de tirer tout gentiment vers la fin, mais j'aimerais avoir ton ressenti sur ce point. Pour toi, le travail est un lieu profondément humain. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, je dirais que forcément, quand on fait le choix de travailler au sein d'une entreprise qui grandit, qui s'étoffe, c'est parce qu'on y trouve quelque chose qui nous nourrit. Oh oui. Et parce que si on est dans cette volonté de grandir et d'être dans une croissance d'âme et pas simplement dans une croissance économique, ben, il faut être au cœur d'une humanité qui s'étoffe elle-même. Et donc, DSO, justement, n'a jamais voulu privilégier la croissance économique. On a toujours eu, à travers notre identité, cette volonté d'excellence professionnelle d'abord, de croissance naturelle, lente, même si on a toujours connu ce phénomène de croissance, qui a toujours été plutôt marqué. Mais en tout cas, la croissance est une conséquence d'une certaine façon d'être. Et donc l'humain, qui est au cœur de l'entreprise, je dirais, rejaillit à travers les interactions que nous créons. Et cette façon de créer ces interactions passe pas simplement par l'examen de loi de finances très compliqué en ce moment, ou les textes auxquels on se réfère pour accomplir notre objet social, mais je dirais que notre humanité se traduit par des rencontres qui sont aussi éclairantes à travers, je dirais, des intervenants aussi extérieurs qui viennent un peu nous aider à mieux penser, à nous éclairer, dans ce que nous sommes, parce qu'on a toujours cette difficulté à venir, je le disais encore tout à l'heure, à la rencontre de soi. Donc l'humanité, oui, on la trouve au cœur d'un collectif plus nombreux, et où, je le disais encore, où on veut apprendre, sans jamais cesser d'apprendre, pour éviter d'être obsolète trop tôt. Super. Pour un mot de fin, Philippe, quel est ton projet pour l'avenir pour toi et pour DSO? Alors le projet, j'ai envie de dire que c'est d'être... bien sûr, d'assurer une transmission, mais pas au sens où l'entend dans le langage courant. C'est pas la transmission de dire, ben écoute, voilà, tu arrives à un moment de ta vie, tu as eu tant d'années de carrière, il est temps de passer la main. Je suis pas là-dedans. Je suis dans un passage de flambeau, mais qui a existé depuis très longtemps. Autrement dit, c'est de transmettre et de continuer ce schéma de transmission quotidien. Un jeune de 20 ans doit déjà transmettre. Il transmet sa façon de voir, il transmet ses compétences, il fait grandir son entourage. Et cette manière-là, c'est une façon de concourir à la croissance de tous les individus. Donc ça, c'est mon projet d'accélérer tout ça, d'organiser mieux les choses, de mieux transmettre, de mieux partager et d'accompagner les plus jeunes, aussi brillants soient-ils, dans quelque chose qui s'appelle notre humanité, qui repose sur des années de travail, de vie, d'existence. Et donc, on est dans ce schéma donc de transmission et d'accompagnement, tout simplement parce que j'ai la conviction que plus on organise son caractère non indispensable, plus grande sera la force de ce cabinet que d'exister au-delà de ce que nous sommes nous en tant que dirigeants avec mes associés. Et à ce titre, cette transmission, elle s'accomplit parce que nous avons intégré trois jeunes associés qui sont nés chez DSO et qui ont rejoint le cabinet depuis le 1er octobre et qui sont des gens donc qui sont nés avec ces vertus qu'on a partagées. Et je dirais que moi, ce qui me touche beaucoup, c'est une phrase de Saint-Exupéry lorsqu'il dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. » Et en tout cas, c'est un peu comme ça que je vois l'avenir du cabinet. C'est donc cette transmission qui va nous survivre et j'espère qu'un jour, DSO rejoindra le cercle des Énochiens. Et j'en dis pas plus. Suite au prochain épisode. Philippe, un grand merci à toi. L'expertise comptable, c'est un métier, quand on t'écoute, on découvre pas que de chiffres.
Et je te remercie de nous avoir donné ta vision singulière de ce métier où on a l'impression qu'il n'y a que les chiffres, mais non. Avec ton cabinet et tes associés, vous avez une autre manière de voir ce métier, être au service du chef d'entreprise et l'accompagner. J'aime vraiment cette phrase que tu dis, derrière les chiffres, il y a des vies. Encore merci à toi. Merci, Vassia. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.